Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Football Avant-Garde. Alors, cette vidéo, nous allons parler du pressing actif. Alors, tout savoir sur le pressing actif. Premièrement, j'aimerais que nous discutions de quand on le met en place. Alors, a priori, on peut le faire tout le match. Il y a des équipes dans le monde qui font un pressing actif tout le match. Alors, peut-être pas contre tous les adversaires, mais ils sont capables de le faire pendant 95 minutes. Alors, dans l'idéal, on peut choisir de mettre en place le pressing actif dans des phases, dans des séquences, périodiquement, ponctuellement. Ça, c'est pas un problème. Physiquement, bien évidemment, si on fait ça tout le match, ça va être énormément contraignant. Donc là, je vous mets en même temps que je vous parle quelques exemples d'équipes qui font le pressing actif. Donc le ballon est en jeu, on presse non-stop sur tout le terrain jusqu'à ce qu'on récupère le ballon ou bien qu'on induise notre adversaire à l'erreur. Alors sur le principe du pressing actif, c'est quand on met la pression sur l'adversaire, on va bloquer toutes les possibilités de progression verticale, diagonale et horizontale. En règle générale, on va lui permettre de jouer vers l'arrière et continuer à presser. Il y a seulement certaines situations quand par exemple l'adversaire joue à l'intérieur du jeu où on va complètement fermer toutes les solutions. Mais en règle générale, ce qu'on recherche, c'est soit que l'adversaire recule, soit que l'adversaire perde le ballon par une erreur technique, soit d'intercepter le ballon. Alors des fois aussi sur la passe, on arrive à anticiper et prendre le ballon aussi. Ça vous avez dans l'exemple, je pense, de l'Ajax d'Amsterdam. Je vous invite, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, à cliquer sur le lien qui apparaît là et d'aller voir la vidéo numéro 2 et la vidéo numéro 3. Quand est-ce qu'on ne fait pas le pressing actif? Alors là, il y a pour moi 3 exemples. Le premier exemple, c'est quand le premier presseur est trop loin du porteur du ballon. Pourquoi? Parce que s'il sort sur le porteur du ballon, il a largement le temps de faire la passe et à ce moment-là, on peut être en difficulté. Donc quand on est trop loin du porteur du ballon. Le deuxième exemple, c'est quand la seconde ligne est trop lointaine. C'est-à-dire que si moi je suis un attaquant et je vais presser sur mon adversaire et que ma deuxième ligne est trop lointaine, bien, il y a de très fortes chances que sur une passe, je sois éliminé dans mon dos. Et puis il y a la troisième exemple, c'est quand mon adversaire est en supériorité numérique. Alors la supériorité numérique, c'est si un ballon va sur le côté par exemple, là je vous ai mis un exemple en image, ballon fort sur le côté, il y a le latéral adverse est lié à l'adverse et la participation d'un central ou d'un milieu de terrain. Et moi je ne peux qu'arriver en même temps que le ballon avec un ou deux joueurs, il y a de fortes chances que je me fasse éliminer. Donc, il y a des exceptions bien évidemment, mais donc ce qu'on fait, si on ne fait pas le pressing actif, on passe dans un autre style de défense qui peut être la défense en zone, la défense passive, ça c'est vous qui décidez. Comment l'enseigner? Alors toujours 3 principes, c'est 1 l'analytique, 2 la forme jouée et 3 l'attaque-défense. Donc là on va se concentrer sur l'analytique. Dans cet exemple là, j'ai divisé le terrain en 3 parties. Il y a ma moitié de terrain, la moitié de terrain, le bloc médian, alors il y a 5 mètres en dessous du rond central et 5 mètres au-dessus du rond central, ça fait approximativement entre 25 et 30 mètres. Et puis il y a la moitié de terrain adverse, d'accord? Donc là, on se focalise sur la moitié de terrain. Vous voyez sur l'image, j'ai mis des représentations d'adversaires avec des bonhommes. Et je mets en place mon bloc équipe. De manière analytique, je vais dire, voilà, le ballon est à gauche, à droite, numéro 1, un tel, j'ai mis donc des numéros pour pouvoir diriger en fait mon bloc équipe et je vais mettre des corrections. Donc là, vous regardez sur l'image, vous voyez bien que quand je dis sur le central, on sort sur le central. Simultanément, il y a le 6 côté ballon qui sort. Il y a l'ailier qui sort fermer la première passe latérale et j'ai le latéral qui sert sur un éventuel ailier qui pourrait soit rentrer intérieur, soit décrocher pour recevoir le ballon. Donc ça, c'est intéressant. Je vous ai mis plusieurs exemples, 3 règles très simples. C'est 1, le joueur le plus proche presse. 2, on ferme toutes les lignes de passe autour du porteur en laissant la possibilité de revenir vers l'arrière si ce n'est pas une passe intérieure. Et donc là, vous le voyez aussi dans l'exemple à côté de moi. Et 3, j'ai la ligne de 4 qui avance. Et on a tout le bloc équipe en fait qui coulisse sur une petite partie du terrain. Alors plus tard, va vraiment falloir que je parle de la division des terrains en zone et en couloir. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc ensuite, vous allez voir une animation sur ma moitié de terrain.
Sur ma moitié de terrain, on voit beaucoup plus clairement l'animation des milieux de terrain. Donc en pressing actif, le 6 côté ballon, si vous jouez avec 2-6, si vous jouez avec 2-10 en 4-3-3, à ce moment-là c'est le 10 côté ballon qui va sortir faire le pressing. D'accord? Si vous jouez en 2-6, donc en 4-2-3-1, 4-4-2 à plat, etc. À ce moment-là, vous avez le 6 côté ballon qui sort pour presser et l'autre qui vient compenser derrière. Attention, il vient compenser derrière pour fermer la ligne de passe vers l'attaquant. Si l'attaquant n'est pas venu derrière son dos, il peut ou ne peut pas glisser derrière le 6 qui est sorti. D'accord? Ça dépendra un peu des mouvements de l'adversaire. Mais ça, c'est pour les prochaines vidéos pour un niveau un peu plus complexe. Donc là, je répète, le joueur le plus proche presse. L'idée, c'est de fermer toute la ligne de passe pour obliger l'adversaire à reculer. Le 6 côté ballon sort. On ne doit pas avoir peur en fait de passer devant un adversaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut éviter que le ballon lui arrive en fermant la ligne de passe. Et vu que le bloc, la ligne défensive avance, on va mettre des joueurs hors jeu et ça va nous permettre d'être beaucoup plus compact et d'empêcher en fait cette réception du joueur dans notre dos. Et donc après, je vous ai mis l'exemple de ma moitié de terrain au terrain adverse. Donc c'est la totalité. Je vais aussi vous mettre l'exemple du haut niveau pour vous rappeler un peu vers où on va. Là, vous verrez que j'ai mis beaucoup plus de bonhommes sur le terrain. Pourquoi? Parce que je simule en fait les différentes positions de mon adversaire sur un terrain en entier. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de bonhommes à planter. Vous pouvez mettre des cônes, vous pouvez mettre des piquets, vous mettez ce que vous voulez. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans la dynamique du pressing actif, ils vont toujours avoir des adversaires qui seront représentés selon le lieu où ils sont censés se situer. Donc vous verrez bien que par exemple, il y a deux attaquants au début, si le ballon est à gauche ou à droite, l'attaquant normalement il se déplace. D'accord? Donc ça permet d'avoir toujours la référence de l'adversaire. Donc là, vous voyez, on part de notre gardien, on défend, c'est vous qui criez les numéros jusqu'au gardien adverse. Et puis à ce moment-là, on simule un dégagement pour avoir une réorganisation sur jeu long. Alors, la forme jouée. J'ai mis deux exemples. Le premier exemple, c'est mettre un terrain des 16,50 m au 16,50 m, réduire la largeur entre 5 à 8 mètres, ça dépend un peu des niveaux des joueurs, faire un 9 contre 9 avec un joker dans le terrain. Vu qu'on diminue l'espace, forcément, on favorise la récupération en phase défensive. Ce qu'on va rechercher, c'est l'équipe qui attaque. On va autoriser deux joueurs à sortir du rectangle du terrain sur chaque côté de manière à écarter le jeu et à agrandir l'espace. Et l'équipe qui défend aura le droit de sortir deux joueurs, mais seulement d'un côté. C'est aussi une manière de diriger notre équipe à avoir un bloc compact. Donc l'équipe qui a le ballon, son objectif, c'est de réussir à combiner et à faire la passe j'ai bien dit la passe au gardien adverse. S'ils y arrivent, ils repartent de leur gardien à eux. Comme ça nous crée un sens au jeu en fait et ça nous permet de retravailler plusieurs fois une situation cible. L'équipe qui défend, elle, ce qu'elle recherche, c'est à mettre en place le pressing actif, récupérer le ballon et le plus vite que possible donner au gardien adverse. Donc on travaille le pressing actif plus la transition def-off. Ok? Et une fois que le ballon arrive chez le gardien adverse, on repart de notre côté et les rôles sont inversés. Donc ça, c'est un 9 contre 9 plus 1. Et après, je vous ai mis un deuxième exemple en 10 contre 10. Exactement les mêmes règles. Très intéressant de travailler qui sort sur les côtés, par exemple, et d'émettre les corrections. Alors, les corrections pour les coachs, bien évidemment, il y a un coach qui s'occupe de l'équipe qui attaque, un coach qui s'occupe de l'équipe qui défend. Le coach qui s'occupe de l'équipe de défense, ce qui est super important, c'est qu'il se concentre sur trois choses. Par exemple, qu'ils aillent presser quand il faut aller presser. Par exemple, si le porteur est trop loin, qu'ils aient capté le critère, qu'ils ne doivent pas sortir sur le porteur du ballon parce qu'ils mettent en fait tout le bloc équipe en péril. En plus, vu que l'adversaire est en supériorité numérique de 1. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est quand ils font le pressing, c'est bien de travailler la synchronicité, demander au porteur de bien presser, de bien fermer les lignes de passe, le 6 côté ballon à bien monter. C'est garder 2-3 détails, mais sur lesquels il faut être très exigeant. Dernière méthode,
L'attaque-défense. Alors l'attaque-défense, c'est toujours la même chose. C'est un 11 contre 11, donc 10 contre 10 sur le terrain. On rapproche les buts, idéalement un but amovible à 11, bien évidemment. Et moi, ce que je recommande, c'est quand on fait le 11 à 11 dans les vraies dimensions, c'est qu'on recommence avec le même principe. C'est on presse, on fait la passe à l'adversaire ou on marque chez l'adversaire. Mais si on marque ou le ballon sort, on repart toujours du gardien. Pourquoi? Pour essayer de répéter un maximum les schémas. Vous faites ça pendant 4-5 minutes et après le reste, vous laissez libre, vous faites le match et vous recherchez à voir si le joueur a assimilé bien quand il doit faire le pressing actif, quand il ne doit pas le faire et surtout quand il fait le pressing actif qui respecte les critères que vous leur avez enseignés. Et voilà, encore une vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien intégré le pressing actif. Je me pose la question, est-ce que vous allez le mettre en place dans votre équipe? Est-ce que vous allez le faire tout le temps? Vous allez le faire de temps en temps, de manière ponctuelle. Mais écoutez, laissez-moi un petit message. Dites-moi qu'est-ce que vous feriez en tant que coach. N'oubliez pas de liker la page, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera forcément 100% pressing ciblé, assez connu. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.